Les combinaisons spatiales. Les combinaisons que portent les astronautes comme Thomas Pesquet en sortie extravéhiculaire ou comme Neil Armstrong avec son départ sur la Lune. Savez-vous en réalité de quoi il s'agit? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur les combinaisons spatiales et aujourd'hui en effet nous parlons de ces équipements qui sont très complexes. Nous allons découvrir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi leur but à ces petites combinaisons? Alors leur but c'est tout simple, c'est d'assurer la survie et la protection des personnes, enfin des astronautes. Car les astronautes peuvent s'exposer au milieu spatial. Car en effet, l'espace que nous regardons depuis la Terre est caractérisé comme un immense vide très dangereux. Et en effet, il faut prendre plusieurs critères en compte pour ne pas être exposé aux dangers, aux différents dangers de cet immense vide qui est l'espace. Car les astronautes, en sortant, en s'exposant à l'espace, eh ben, ils s'exposent également à des risques et à des dangers de mort. De morts différentes comme brûler, mourir, asphyxier, etc. Il y a plein de détails à prendre en compte, car aujourd'hui on ne parle pas forcément des combinaisons protégeant des sorties extravéhiculaires, mais aussi des combinaisons par exemple que l'on développe pour aller sur Mars ou les combinaisons tout simplement pour aller sur la Lune. Alors certes, ils sont à peu près similaires sur quelques points et quelques critères, mais il y a des différences. Par exemple, si tu vas sur une planète où il fait super froid ou sur une planète où il fait super chaud, il y a une différence à prendre en compte, bien sûr. Donc nous allons voir ensemble ces critères. Donc là, on va se baser sur les critères de la sortie extravéhiculaire, précisément. Donc tout d'abord, le principal risque, c'est donc la radiation qui entre en jeu. Car en effet, dans l'espace, les astronautes seront exposés à de très fortes radiations solaires et cosmiques. Donc cela, pour ceux qui ne savent pas, pourrait développer le cancer chez nos astronautes. Donc c'est assez dangereux, ces radiations présentes dans l'espace. Donc le risque suivant est donc lui aussi lié au soleil puisqu'il s'agit de la température. Car dans l'espace, comme vous le savez bien, on est confronté à des températures extrêmes en fonction de si on est dans l'ombre ou si on est dans une zone exposée au soleil. Car une zone qui est exposée au soleil, on pourrait atteindre les 121 degrés Celsius. Alors ça fait très chaud. Mais également à l'ombre, on peut aller jusqu'à très froid. Donc c'est pour ça que c'est une variation énorme. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'atmosphère pour nous protéger de tout ça. Donc en sortie extravéhiculaire, comme sur la Lune exposée face au soleil, on peut avoir des énormes températures qui sont assez insupportables et qui pourraient gêner la vie des astronautes. Imaginez-vous vivre dans un milieu à 121 degrés Celsius, juste, même vous mourrez. De plus, il y a un problème avec, non pas la température, mais le soleil. C'est que le soleil, dans l'espace, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'atmosphère, on n'a pas de nuages. Du coup, les rayons du soleil nous atteignent plus. On est plus proche du soleil, on est moins protégé. Et du coup, le soleil risque de nous éblouir. Et donc, on verra comment contrer ce petit risque, parce qu'il y a un moyen très simple, mais vous verrez tout à l'heure sur la combinaison quand on fera le détail de la combinaison, qu'est-ce qui nous protège un peu de ces rayons du soleil qui peuvent nous éblouir dans l'espace. Maintenant on passe à un risque plus improbable comme danger, car cette fois nous retrouvons les débris spatiaux. Et oui, c'est plus improbable, mais ils sont de plus en plus fréquents dans l'espace et se multiplient de plus en plus.
car en effet il y a une multitude de débris spatiaux, de débris de satellites, ou même des petites roches qui passent par là, qui passent à une vitesse folle, tout simplement. Ça peut être assez dangereux, mais c'est vraiment plus improbable, car il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes. Enfin, je veux dire, la probabilité qu'un astronaute en sortie extravéhiculaire rencontre un débris spatiaux, un débris de satellite qui lui arrive dessus, est très faible. Car oui, c'est important de le préciser quand même que les débris spatiaux avancent à une vitesse tout simplement folle. Ils peuvent atteindre vraiment des vitesses élevées. Ils peuvent transpercer l'ISS. C'est pour vous dire, c'est pour ça qu'on protège l'ISS des fois, on la repousse avec les petits propulseurs pour esquiver ces débris spatiaux. C'est pour ça que c'est de plus en plus dangereux et on fait de plus en plus de sensibilisation sur ce point-là. Mais c'est quand même, ça reste vraiment très improbable qu'un astronaute rencontre en sortie extravéhiculaire un débris spatial. Donc il y a également un risque très important, et c'est même celui qu'on évite le plus. Il y a également l'oxygène. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais l'oxygène, bien sûr, c'est très important parce qu'il n'y a pas d'air, tout simplement, pour respirer. Du coup, il faut forcément des bouteilles de gaz ou de ce genre de trucs. Mais le risque est très important, celui que je vais vous dire, et à prendre en compte absolument, c'est le changement de pression. Donc c'est ce qui forme la maladie de décompression. Donc c'est très similaire à la maladie des plongeurs qui ont des grands changements de pression quand ils vont dans l'eau, etc. Et donc c'est vraiment l'élément principal à prendre en compte. Et donc celle-ci provient dès que quelqu'un va subir un changement de pression, donc comme le plongeur ou comme l'astronaute qui passe de l'ISS à l'espace. Il va subir un changement de pression atmosphérique. Et donc en fait ce phénomène, c'est l'azote qui est dans le sang, qui va se dissoudre rapidement dans le sang et ça va former des bulles dans le tissu. Et donc ça c'est très dangereux. Donc pour éviter cela, les astronautes sont bien sûr formés et il y a vraiment plein d'étapes avant une sortie extravéhiculaire. Je crois qu'il faut 2 à 3 heures pour se préparer avant de sortir dans une sortie extravéhiculaire. Je sais plus trop, mais cherchez, mais je crois vraiment ça peut aller jusqu'à très longtemps d'une sortie pour se préparer d'une sortie extravéhiculaire. Donc sortie extravéhiculaire EVA. Donc pour cela, pour se protéger, les astronautes vont respirer de l'oxygène sans azote, donc de l'oxygène pur, donc de l'O2 tout court, pour éliminer toute l'azote dans leur tissu. Et une fois qu'il n'y aura plus du tout d'azote, ils pourront sortir puisque l'azote ne pourra pas se dissoudre tout simplement dans leur tissu. Donc en fait, ils respirent de l'oxygène, comme je vous l'ai dit, pur, donc sans azote. Mais en fait, vous savez, c'est le petit endroit où les astronautes se préparent avant de sortir. Donc c'est dans le sas spécial. Et bien ce petit sas, il contient que de l'oxygène pur. Et donc une petite info comme ça, que je vous dis, les astronautes ils disposent généralement de 8 heures d'autonomie pour effectuer leur mission. Donc voilà, ça leur laisse une bonne marge quand même. Mais il faut se dépêcher pour leur mission parce que ça dépend du type de mission, mais ça peut être très dangereux. Donc il y a bien d'autres risques aussi que je n'ai pas cités, je ne vais pas tout citer non plus. Donc pour faire simple, c'est tout simplement la combinaison spatiale nous sert et sert aux astronautes à tout simplement éviter tous ces risques que j'ai cités et que je n'ai pas cités, pour éviter les dangers, les risques, et tout simplement pour éviter que l'astronaute meure dans l'espace. Donc il existe plusieurs combinaisons spatiales, car en effet petit à petit les combinaisons spatiales ont évolué en capacité, et il y en a bien des combinaisons propres à leur pays. Par exemple on a des combinaisons russes ou des combinaisons américaines, des combinaisons de la NASA ou des combinaisons de l'ESA, etc. Il y en a également plusieurs en fonction de leur mission, car par exemple si la mission c'est de partir sur la Lune, on aura une combinaison spatiale différente que si c'est tout simplement une sortie dans l'ISS où il y aura une sortie extravéhiculaire. Tout simplement, encore plus
loin dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parler des combinaisons de Mars par exemple. Donc bien sûr on doit adapter les différentes combinaisons spatiales aux différents risques et dangers, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc je vais vous parler maintenant de la combinaison spatiale très connue A7L. Donc comme je viens de vous le dire, elle est assez connue, mais peut-être pas de nom que vous la connaissez, vu qu'en fait, cette combinaison a été développée par la NASA. Elle a été utilisée pour les missions lunaires de 1960. Donc je crois que Neil Armstrong l'a portée, ce type de combinaison spatiale. Et elle dispose d'une autonomie donc de 6h30. Donc cette combinaison a été bien étudiée, bon, comme toutes les combinaisons spatiales bien sûr. Donc elle a marqué quand même une grande histoire, enfin un gros moment dans l'histoire de la conquête spatiale. Donc elle est constituée de plusieurs couches. Donc l'astronaute enfile d'abord son sous-vêtement en nylon. Donc ça c'est la partie un peu confortable au final. Et donc il enfile également une cagoule qui lui permet de communiquer. Donc bien sûr, si on peut pas communiquer avec l'extérieur, on ne sait pas ce qu'on doit faire forcément, notre mission, bien sûr même. On sait ce qu'on doit faire à l'avance, hein, mais voilà. Ensuite, on retrouve une couche gonflable qui maintient la pression uniforme. Puis en troisième couche, on retrouve encore une couche de nylon. Donc bien sûr, toutes ces couches que je vous ai dit sont très bien étudiées. Dans ces couches, il y a des sous-couches. Des sous-couches, il y en a plein. En fait, c'est vraiment tout bien étudié. Je pourrais pas partir et entrer dans tous ces détails, mais voilà. Il faut redire vraiment qu'il y a beaucoup de couches qui protègent cette combinaison spatiale. Donc ensuite, il y a bien sûr le casque. Et, attention, la visière qui empêche d'éblouir nos astronautes. Donc la visière, vous savez, un peu... On voit pas le visage des astronautes, du coup. Elle est un peu jaune. De toute façon, je vous mets une image juste ici. Et en fait, sur certaines combinaisons, cette visière peut se rabaisser. Car si on travaille dans l'ombre, on n'a pas besoin d'avoir une visière qui nous empêche d'être ébloui par le soleil. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est assez pratique, au final, cette visière. Donc il y a également les gants pressurisés que portent nos astronautes. Et donc au total, toutes les matières et couches sont composées d'autres couches de matière pour bien isoler ces genres de combinaisons. Tous ces éléments de la combinaison spatiale, ça rend la combinaison spatiale extrêmement lourde. Tout ça en plus des bouteilles d'oxygène. Faut s'imaginer vraiment que c'est super lourd, ça peut varier beaucoup les combinaisons spatiales, mais globalement c'est très lourd, donc c'est très lourd sur soi. Et ça élimine également de la mobilité de l'astronaute, donc il peut faire très peu de mouvements, il peut se déplacer. En fait, ces mouvements sont vraiment très réduits, donc pour bouger, pour effectuer des manœuvres, pour travailler sur par exemple, pour réparer l'ISS et tout ça, ça peut être des fois bien embêtant. Du coup, c'est pour ça qu'on fait sortir plusieurs astronautes pour qu'ils s'aident même. Donc voilà, maintenant, l'utilité des combinaisons spatiales, c'est plus un secret pour vous, vous connaissez tout. Donc maintenant, il y a encore bien sûr d'autres choses à savoir sur les combinaisons spatiales, mais bien sûr je peux pas tout vous faire dans cette vidéo, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous dis abonnez-vous, allez à plus.